Eh ben, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Nicolas, moi c'est Guilhem. Je suis lead développeur du coup chez Wiz et je vais vous parler de comment automatiser et simplifier un pipeline hybride. Donc, par hybride, j'entends essentiellement 2D, 3D. Alors déjà pour présenter Wiz, c'est un studio qui existe depuis 2004, qui compte à peu près 20 salariés et 40 artistes permanents. C'est un label qui fait partie du groupe Quad, donc vous pouvez voir le petit logo là. Le groupe Quad qui possède aussi d'autres labels slash groupes comme Quad Film, Quad Drama et d'autres qui commencent par Quad aussi. La particularité de Wiz, c'est d'avoir pas mal de procédés techniques d'animation qui sont assez différents. Donc là, il y a quelques exemples de choses qui ont pu être faites dans le passé. Donc il y a de la 2D, de la stop motion, de la 3D, du motion design, du mix média et potentiellement encore d'autres choses. Qui sait ce que l'avenir nous réserve. Donc je vais déjà vous présenter un petit showreel de ce que fait Wiz pour que vous ayez un peu une meilleure idée de ce sur quoi on travaille. J'ai pas de son. Oh, je suis désolé. Ah, ici là. Bon, je vous montre à la fin sinon. On verra à la fin si comment ça se fait. Mais je fais une petite avance comme ça. Bon, il y a des images, il y a de la 2D, il y a un peu de tout. Mais c'est joli, hein. On fait des choses jolies, hein, mine de rien. Hop, je reviens à la présentation. Pour vous parler déjà un peu de l'équipe de dev, donc là à gauche c'est moi, vous avez normalement pu me reconnaître, je suis déjà présenté. Juste pour préciser un peu, moi je suis chez Wiz depuis 1 an à peu près. Donc il y a plein de choses qui ont été mises en place avant que je sois arrivé et d'autres qui sont là aussi de mon fait. Et le deuxième de l'équipe de dev, c'est Adrien Farr, qui est donc lead TD Pipeline, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, et qui lui est chez Wiz depuis maintenant 4-5 ans, et qui a une bonne vision du coup de ce qui a pu se faire auparavant, des habitudes un peu du studio et de toutes ces choses-là. Moi je vous montre ça parce que ce qui est intéressant en fait, c'est de voir qu'on a une équipe de dev qui est quand même très réduite, on est 2. Et du coup, ça a forcément un impact sur ce qu'on va pouvoir produire et mettre en place dans nos pipelines. C'est important pour la suite. Donc, comme je l'ai dit, on a beaucoup de procédés techniques d'animation différents. Ça implique qu'on travaille aussi avec beaucoup de software. Donc là, vous pouvez voir TV Paint, Photoshop, machin, je ne vais pas tous les lister. Et du coup, ça implique aussi qu'on ait besoin de passer de l'un à l'autre très régulièrement. On a beaucoup de passerelles en fait qui existent. Et de base, c'est évidemment quelque chose qui ajoute une forte complexité. Et ça montre le besoin en fait, d'abstraire tous ces liens-là. Et pour ça, on a 2 outils principaux qui sont QuadPipe, donc je vais en parler plus tard, c'est notre solution de pipe, et Kitsu, que vous connaissez normalement à peu près. L'intérêt du coup d'avoir ces 2 entités-là, en fait, ça nous permet d'avoir une certaine souveraineté des données, c'est-à-dire qu'il n'y a que Kitsu principalement, mais aussi QuadPipe qui possède les données importantes. Tous les logiciels viennent se brancher dessus et ça nous permet aussi d'avoir une gouvernance de ces données-là. Ça évite que les logiciels discutent entre eux. Tous les logiciels vont passer par une couche d'abstraction au niveau de QuadPipe ou de Kitsu et on est sur des moutons bien gardés au final. Donc on peut un peu les voir comme 2 chefs d'orchestre, QuadPipe et Kitsu, qui œuvrent main dans la main pour arriver à se mettre d'accord. Plein de logiciels qui de base ne sont pas forcément très d'accord. C'est l'inverse de ce qui se fait en France. Alors, maintenant, je vais parler de l'utilisation de Kitsu qu'on a. Donc vraiment d'un point de vue coordinateur, réalisateur et vraiment les équipes de production. La particularité de nous chez Wiz, c'est qu'on fait essentiellement des séries qui sont courtes. Je ne l'ai pas dit, mais on fait beaucoup de trailers, des teasers, mais aussi des clips et un peu d'œuvres de fiction. Donc quelques séries courtes, mais aussi un peu des films. Mais c'est vraiment pour l'instant un peu... il n'y en a pas beaucoup. Donc ça implique plusieurs choses. Déjà, ça implique qu'on ait des projets qui soient très différents, parce qu'on en a beaucoup. Et en plus, avec des techniques qui sont, comme je l'ai dit, très différentes. Donc c'est vraiment des choses qui, à chaque fois, sont très différentes, qui changent beaucoup. Et ça implique aussi qu'on ait besoin d'avoir une certaine simplicité pour pouvoir à chaque fois se retrouver facilement dans tout ce miasme de projets, d'assets, de shots, et de rapidité aussi, parce que les délais sont généralement assez courts, et des productions, ça va durer que quelques mois, et généralement pas beaucoup plus. Donc pour ça, Kitsu, c'est super, c'est comme ça. Là, je vais expliquer un peu ce qu'on utilise. Là où je veux en venir, en fait, c'est que nous, on a une utilisation de Kitsu qui est quand même très simple,
Il y a beaucoup de choses qu'on n'utilise pas, je vais y revenir après. Et on utilise en fait vraiment Kitsu comme plus un outil de visualisation, alors de suivi aussi, mais vraiment de visualisation. Et c'est ça que je vais essayer de vous décrire maintenant. Donc au niveau des assets, on va évidemment, je pense un peu comme tout le monde, utiliser rentrer des informations d'assets et suivre leur avancement via des tasks et des commentaires, des retakes, etc. Il n'y a rien de bien particulier. Pour les shots, c'est à peu près pareil. Donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus dessus. Pour les séquences, nous, on a un fonctionnement qui est légèrement différent. En fait, on ne va pas vraiment travailler en séquence comme on l'entend dans le monde de l'animation. On va plutôt structurer notre travail en fonction de ce qui va être produit. Donc là, on a un exemple. On va avoir une séquence en fait qui traite de tout ce qui est colorboard, mais ça pourrait être aussi des KV, donc des prints, des key visuals. Mais ça pourrait être aussi séparé pour le trailer et ensuite pour la fiction, enfin pour l'œuvre en elle-même. Donc c'est vraiment juste une manière de structurer dans Kitsu. Nous, dans notre pipe, on n'utilise pas trop cette différenciation-là, mais par contre, pour les coordos, c'est vachement pratique. Et je termine rapidement sur breakdown et playlist, parce que vraiment, on l'utilise de manière la plus basique qui soit. Donc les breakdowns, on fait notre casting, ça va être récupéré plus tard dans nos outils de pipe. Et les playlists, ça va servir à générer des bouts à bout à la volée, qui vont être surtout vus par les réalisateurs, qui vont ensuite pouvoir nous donner un peu des retours sur ces choses-là. Donc ça c'est la partie la plus simple. On va parler maintenant de l'intégration de notre outil de pipe qui s'appelle QuadPipe. Et avant ça, je vais un peu parler de qu'est-ce qui fait qu'un pipeline hybride est un peu compliqué. Pour moi, et alors ça n'engage que moi évidemment, c'est surtout dû à deux choses qui sont des habitudes différentes et des visions différentes. Alors j'entends par là que en termes d'habitude, souvent on a des artistes 2D ou même des développeurs 2D qui vont pas souvent avoir l'habitude de piper, j'ai l'impression en tout cas surtout dans les petites structures, et qui du coup vont pas avoir forcément l'habitude d'utiliser des outils de pipe, ou en tout cas d'avoir des choses qui sont un peu rigides entre guillemets mises en place, alors que la 3D, j'ai l'impression que c'est toujours l'inverse. J'ai l'impression qu'on n'imagine jamais un pipe 3D, un process de travail 3D sans avoir un pipe, sans avoir des outils. Et pour moi, ça vient d'une vision qui est un peu différente, où il y a cette notion en 2D que moi j'ai beaucoup entendue, sur laquelle je ne suis pas d'accord, mais bon, qu'un pipe 2D doit être organique. Donc on entend par là que l'artiste il doit pouvoir faire un peu ce qu'il veut sans avoir aucune limite. Et à l'inverse, on va avoir un pipe 3D où on veut limiter vraiment ce qu'est capable de faire l'artiste pour éviter d'avoir des problèmes techniques par la suite. Évidemment, pour moi, la bonne réponse, c'est d'avoir un entre-deux, parce que ni l'un ni l'autre ne sont bons. Et donc la solution nous qu'on a mise en place, elle essaie d'aller au maximum dans cet entre-deux. Tout est basé pour nous sur OpenPipe. Donc je pense qu'une partie d'entre vous connaissent un peu cet outil-là, mais pour répéter un peu, c'est une solution de pipeline qui est assez complète, qui a été faite en Python, qui est open source, et qui permet d'avoir un peu un outil qui est clé en main et qui permet d'organiser le travail d'un studio. Donc c'est vraiment un pipe qui est donné comme ça et qu'on installe chez soi, c'est développé par Input. En 2024, la version 4 d'OpenPipe est sortie, elle s'appelle Ion. Le fond est un peu semblable en fait, toute l'infrastructure n'a pas trop bougé. En fait, ce qui a surtout changé, c'est l'interface et aussi la relation à la base de données, des petites choses comme ça. Mais en fait, au fond, les codes n'ont pas trop bougé, c'est-à-dire que les codes qui étaient par exemple dans TV Paint ou dans Photoshop sont quasiment les mêmes, avec évidemment une petite adaptation pour se mettre au niveau de ce qui a changé au niveau du global. Nous, on a pris une décision en 2020. J'ai mis 2024. Oui, non, si c'est 2024. On a décidé de faire un fork d'OpenPipe, donc c'est-à-dire une copie d'OpenPipe sur notre repository GitHub, pour éviter en fait de passer sur Ion. Alors, c'est un choix qui est discutable, plus ou moins. Nous, ce qui nous a poussé à faire ça, c'était il y avait beaucoup de nouveautés dans Ion qui ne nous intéressaient pas forcément, une nouvelle manière de faire les choses sur lesquelles on n'était pas forcément à l'aise. Et faire ça, ça nous a aussi permis d'avoir un meilleur contrôle sur l'outil en lui-même et de pouvoir vraiment plus modifier sa base et notamment rajouter des choses sans avoir à s'embêter entre guillemets à suivre le fork principal. L'avantage qui est pour le coup donné par Ion, c'est que comme j'ai dit plus tôt, tous les codes en fait sont les mêmes et sont un peu à part dans le repository GitHub. Donc en fait, on peut parfaitement récupérer le code qui est développé par la suite et l'intégrer nous à notre niveau.
Ça demande souvent une petite adaptation parce qu'il y a des nouveaux concepts qui ont été implémentés, mais globalement ça marche bien. Je donnerai un exemple tout à l'heure d'une chose qu'on n'a pas implémentée encore mais qu'on pourrait récupérer. Donc QuadPipe, c'est notre solution de pipe. C'est ça qui va faire le lien avec Kitsu, notamment via le mécanisme de synchronisation. Alors, pour expliquer du coup un peu ce que c'est, en gros, vous avez sur le côté gauche tous les gens, les réalisateurs, les coordonnées, les artistes qui vont travailler via l'interface de Kitsu, qui vont faire des choses avec, écrire des commentaires, visualiser des statuts, etc. etc. Vous pouvez voir au milieu du coup ce mécanisme de synchronisation qui tourne du coup sur un serveur particulier qui du coup à l'écoute constamment et qui va récupérer ce qui se passe dans Kitsu et l'enregistrer dans la base de données. QuadPipe va se connecter à cette base de données. Et ensuite, les artistes et devs qui vont travailler avec QuadPipe ou sur QuadPipe vont en fait récupérer plutôt les données de la base de données plutôt que les données depuis Kitsu. Alors, dans le cas de nos studios, ce n'est pas forcément pertinent. En fait, il y a une raison historique à ça, c'est que OpenPipe, ça permet aussi de travailler avec n'importe quel tracker. Donc nous, à l'époque, dans le groupe Quad, il y avait aussi le groupe Fix Studio, qui depuis a fermé. Mais eux, ils utilisaient F-Track. Donc ça, c'était une bonne manière en fait de gérer le fait d'avoir plusieurs trackers différents puisque tout était centralisé dans la base de données. Il y a aussi certains avantages, notamment le temps d'accès qui est assez rapide, plus rapide qu'avec Kitsu. Si Kitsu tombe à un moment, on a toujours nos données. Donc ça fait partie des choses pratiques. Il y a des choses évidemment plus négatives qui sont au niveau des appels à base de données, des performances, sur certains aspects très précis, et un peu plus de complexité du coup qui est induit par cette synchronisation. Pour expliciter un peu plus, en gros ça se base sur la notion d'event de Kitsu. À chaque fois que vous faites une action sur Kitsu, ça démarre un event qui peut être récupéré par n'importe qui, en l'occurrence par notre boucle, qui du coup sur notre conteneur et qui écoute en arrière-plan chaque chose qui va se passer. On filtre ensuite toutes les actions qui sont récupérées pour ne garder que celles qui nous intéressent, et on va ensuite lancer pour chacun de ces events en particulier un code qui va nous permettre de soit ajouter, soit modifier, soit supprimer des données dans la base de données. Et donc ça c'est un procédé qui est en boucle et qui se fait de manière instantanée. Sur les éléments qu'on récupère, on a du coup tous ces éléments là qui sont listés. Les plus érudits d'entre vous auront remarqué que c'est quasiment toujours la même chose, sauf pour les shots. Ça c'est une nouveauté typiquement qu'on a implémentée qui n'était pas de base dans OpenPipe. Mais on ajoute aussi des notions de casting dans la base de données, ce qu'il n'y avait pas avant, ce qui nous permet derrière de récupérer ces informations de casting et de loader automatiquement des assets ou des props ou n'importe quoi dans les scènes à leur ouverture. C'est pour la dernière partie, en fait, c'était assez rapide. Comment on utilise les données de Kitsu dans notre pipe? Alors, on a plusieurs parties du coup de QuadPipe qui vont utiliser ça. D'abord, on va avoir le launcher, qui est un asset manager en fait, qui permet de lancer toutes nos scènes, tous nos assets, tous nos shots. On va avoir les projets qui sont récupérés ici, depuis Kitsu directement, qui va ensuite gérer aussi dans la base de données en fonction de s'ils sont ouverts ou fermés. On va avoir bien sûr les assets et les shots, qui sont ici triés d'une manière particulière. Là, pareil, c'est la synchronisation qui s'occupe de re-ranger un peu les éléments, avec des liens entre chaque élément pour retrouver cette hiérarchie. Et on va avoir enfin les tasks, donc c'est-à-dire tous les fichiers qui potentiellement vont être récupérés, qui vont être présents sur le file system. De base, on n'a pas trop de notion de si tel ou tel fichier existe sur le file system. Nous, on a ajouté une feature pour justement vérifier s'il y a un workfile qui existe et s'il a été publié. Je ne vais pas rentrer en détail dessus, mais c'est un concept de QuadPipe. Et du coup, à partir de là, on sélectionne notre shot, on sélectionne notre task et on peut ouvrir avec le logiciel qui va bien. Voilà. Sachant qu'on peut ouvrir potentiellement avec n'importe quel logiciel et créer n'importe quel type de fichier. Une autre partie où on récupère aussi ces données de Kitsu, c'est dans le publisher, donc ce qui va permettre de mettre à disposition le travail des artistes, soit sur le file system, soit sur Kitsu. On va avoir des options de configuration du coup, qui vont être récupérées directement depuis Kitsu. Donc là, on a typiquement l'exemple du frame start et du frame end. Donc ça peut être n'importe quoi, il y a la résolution aussi. En fait, tout est potentiellement récupérable depuis Kitsu pour ensuite paramétrer les publish qu'on veut faire.
Et on va avoir aussi des sanity checks qui vont aussi se baser sur les informations récupérées depuis Kitsu. Donc là, typiquement, on va vérifier que le frame range il est bien en adéquation par rapport à ce qui a été récupéré sur Kitsu. Et donc là, c'est la fin de publish. On peut voir un commentaire avec une version et la famille et une jolie image qui ferait pâlir les plus grands studios d'animation. Le dernier petit truc, c'est le build first work file. Donc j'en parlais, c'est c'est notre outil qui va générer une scène à partir des informations de casting de Kitsu. Donc là, on a une scène nuke où il n'y a pas grand-chose, vraiment les trucs de base. Et après, application de cet outil-là. Donc il y a évidemment une surcouche qui va permettre de ranger tous les éléments proprement et de la manière dont on l'a voulu. Mais en tout cas, tous ces éléments-là sont récupérés depuis Kitsu et récupérés ensuite depuis le file system. Ah oui, alors, petit aparté, typiquement ici, un truc qu'on veut récupérer d'Ion, qu'on ne l'a pas encore fait, mais il faut qu'on le fasse, c'est pas très long, juste on n'a pas eu le temps, c'est de pouvoir filtrer par assignation. Donc l'artiste se connecte, il veut voir que ce qui lui a été assigné sur Kitsu. Bon bah du coup, là on s'est dit à un moment, il faut le faire. Après on a regardé sur le repo d'Ion, on s'est rendu compte que ça existait, donc il faut qu'on le récupère. Mais on l'a pas fait encore. Et il y a plein de choses qu'on a envie de faire. Comme je l'ai dit plus tôt, on est une équipe de dev assez réduite et on a plein de choses à faire, donc il y a des choses qui tardent un peu à arriver. Mais dans les idées qu'on a, il y a par exemple filtrer, donc là je viens de vous donner un exemple, filtrer les données qui sont affichées en fonction d'éléments de Kitsu et en fonction des outils dans lesquels on est. On aimerait bien avoir une sorte de moniteur sur chaque machine artiste qui permettrait d'envoyer des notifications aux artistes en fonction de ce qui pourrait se passer sur Kitsu, donc essentiellement des updates de statut ou des commentaires. Comme ça éviterait à l'artiste de devoir aller régulièrement sur Kitsu et d'avoir tout de suite l'information sur des choses qui lui sont assignées ou qui l'intéressent. Et un autre exemple, ce serait de récupérer les commentaires directement dans les softs, pareil, basé sur les assignations des gens. On a déjà un outil qui existe un peu comme ça pour Nuke, qui a été fait par un de nos artistes, qui est aussi TD à ses heures perdues. Mais pareil, il faut l'implémenter à un niveau plus global. Donc c'est là aussi où il y a des intérêts à avoir des outils de pipe comme QuadPipe, OpenPipe ou Ion. C'est d'avoir un truc assez global en fait, sur lesquels en fait, on peut se baser, on peut faire un développement unique pour tous les logiciels, sachant que chaque outil en fait est en dehors un peu du logiciel, même s'il communique avec. Et voilà, déjà je vous remercie. Si vous êtes intéressé pour voir un peu le travail qu'on fait, c'est possible d'aller sur notre GitHub, sur quadproduction/quadpipe. Et puis c'est tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous remercie. Oui. Non mais je répéterai, vous inquiétez pas. Ah si, vous avez un micro. Bonjour. Ah oui, je voulais savoir si vous utilisez la version Cloud ou Salesforce de Kitsu. Version cloud. Version Cloud, d'accord. Ouais. Est-ce que du coup, vous ne travaillez pas par instance, vous ne faites pas une instance par projet? Non, on a tous nos projets. Je pense que si on faisait une instance par projet, juste on deviendrait fou. Parce qu'on a vraiment beaucoup de projets. Là, on doit avoir sur Kitsu, je pense, une bonne dizaine de projets d'ouverts. Donc ce serait très compliqué d'avoir ça. On a préféré mettre tous les projets au même endroit. On n'a pas du tout rencontré de difficultés particulières. Pour le coup, ça, c'est déjà bien géré dans OpenPipe. Donc pas de souci particulier, ça marche très bien. Ok, merci. Sinon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Oui. Merci. J'avais une question sur ce que tu évoquais au début, la difficulté parfois d'amener des pipelines 2D un peu plus organiques vers ces outillages-là. Est-ce que tu peux développer un peu comment ça a pu se passer chez vous, cette adoption-là? Est-ce qu'il y a eu des points particuliers justement où vous avez dû travailler les outils pour que ces pipes-là arrivent à s'y retrouver? En fait, c'est vraiment un travail sur le long terme. Je pense qu'il n'y aura jamais un moment où tout le monde sera contenté. On a souvent des difficultés qui sont rencontrées. Là, étonnamment, tu vois, c'est plus la 3D qui pose un peu problème avec QuadPipe, parce qu'on essaie de l'intégrer pour Blender, et en fait, il y a des choses qui sont un peu particulières d'un point de vue d'un pipe de 3D. L'adoption par les artistes 2D, elle n'est pas si mal. La plus grosse difficulté, elle réside par le fait d'avoir beaucoup plus de clics en fait, pour arriver à faire ce qu'on veut faire. Et ça, c'est un peu une problématique qui est induite aussi par OpenPipe ou QuadPipe.
Et c'est un peu compliqué d'arriver à se débrouiller avec ça. Donc il faut qu'on arrive à nous soit mettre des raccourcis en place, soit vraiment faciliter, donc en retirant des options ou en mettant des interfaces un peu différentes. Vraiment faciliter la rapidité avec laquelle les artistes peuvent exécuter leurs actions. Et il y a aussi tout ce qui est sanity check, les choses qui sont un peu bloquantes, par exemple le fait de vouloir importer un fichier, s'il faut passer par des tunnels parce qu'on veut nommer machin. Souvent les artistes, typiquement on a eu le cas il n'y a pas très longtemps, des artistes, beaucoup font des copier-coller de trucs, les importent dans leur scène. C'est Windows, donc t'as des accents de partout, c'est insupportable. Et ça fait partie des trucs où ça tu l'as pas trop en 3D, mais tu l'as en 2D. Et du coup, faut arriver à jongler. J'ai l'impression que moi le mieux dans ces cas-là, c'est d'autoriser l'artiste à faire ça, mais peut-être mettre un peu plus de check ou renommer automatiquement, parce qu'en vrai c'est une capture d'écran, si on renomme automatiquement on s'en fout. Et c'est des petites choses comme ça en fait, qui doivent être assez invisibles je pense pour les utilisateurs, mais qui doivent être présents pour cadrer un peu le travail, quoi. Je pense que c'est ça surtout la conclusion, c'est de cadrer sans que ce soit visible. Je pense que là c'est le top. C'est très difficile. Et je pense que toi-même tu sais. Oui, mais justement, si tu avais des conseils, c'est pour ça que j'étais preneur. Je n'ai pas plus de conseils que ça, à part sois fort. Non, je pense que ça parle beaucoup par les discussions avec des gens aussi qui prennent un peu les décisions de pipe, mais pas d'un point de vue technique, d'un point de vue un peu extérieur, mais qui doivent être aussi en concertation avec les artistes, parce que les artistes ont un peu tous leur manière de faire. Il y a aussi un effort côté artiste à faire pour essayer de s'adapter aussi au pipe qui est en cours. Je pense que ça passe avant tout par la discussion, et ensuite les outils doivent suivre d'une manière qui soit bien réfléchie et qui puisse être adaptable surtout. Sachant que la force aussi d'OpenPipe, j'en ai pas spécialement parlé, c'est qu'il y a tout un système de settings qui est assez bien foutu, qui est un peu lent mais qui est très très précis, où on peut vraiment configurer au projet, au plugin, au machin. Donc ça permet de s'adapter vraiment déjà à une production, un projet en particulier et à des outils en particulier. Merci. J'ai une autre petite question éventuellement. Justement, maintenant que tu as un retour un petit peu plus construit sur OpenPipe, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait autrement, justement, ou vous auriez aimé savoir au début et que vous avez peut-être tâtonné lorsque vous avez commencé? Et est-ce que même encore aujourd'hui, il y a des limitations particulières que vous avez avec OpenPipe qui vous marquent Alors déjà, historiquement, en fait, maintenant on a un peu plus de recul, ça fait longtemps qu'on l'utilise. Historiquement, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais on l'utilisait au niveau du groupe Quad, et c'était utilisé par deux studios, il n'y en a pas non plus 1000, deux studios, mais qui étaient très différents dans leur manière de fonctionner. Et ça, pour le coup, je pense que c'est là où des solutions de ce genre-là sont vraiment pertinentes, parce que ça permet vraiment de donner une couche d'abstraction sur les trucs qui sont vraiment totalement opposés. Donc ça induit un peu plus de complexité, une prise en main un peu plus difficile. Par contre, ça lisse les choses, ça permet vraiment d'organiser le travail vraiment d'une manière unique et qui doit être du coup réfléchi et apprécié. Maintenant, on en est à un point où on est juste Wiz à utiliser Pipe et on se rend compte de tout ce que ça implique aussi. Donc je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment la complexité, la difficulté à prendre en main. Mais c'est aussi le développement qui est parfois un peu compliqué parce que c'est des concepts qui sont un peu particuliers. Donc c'est-à-dire qu'on doit faire des modifications, il faut s'y plonger dedans, il faut arriver à bien comprendre tout ce que ça implique. Et c'est difficile aussi des fois, après c'est nous qui n'avons pas mis les outils en place, mais de s'adapter à des problématiques sur un moment donné. Typiquement là on a lancé une prod Blender, notre pipe Blender n'est pas encore très évolué parce que côté OpenPipe c'est encore un peu balbutiant. Et en fait, le TD a eu du mal, a quasiment pas pu intégrer de nouveaux outils de lui-même de manière immédiate. Parce qu'il y a des cycles de déploiement qui sont un peu complexes à mettre en place. C'est difficile de mettre en place des scripts à la volée, donc ça, pour le coup c'est notre faute, on n'a pas laissé cette possibilité-là. Mais aussi, comme chaque élément publié doit être enregistré dans la base de données pour être récupéré par la suite, en fait on est un peu obligé de se brancher à ces tuyaux d'OpenPipe. Ce qui est à la fois bien parce que ça permet d'avoir une rigidité, enfin pas une rigidité plutôt, mais un cadre qui est vraiment très précis. Mais pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'a jamais travaillé avec des solutions de ce type-là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc je pense que c'est ça la principale limite. Et je pense que c'est un outil qui est très bien pour des petites structures avec pas forcément beaucoup de dev, pas forcément une volonté de vraiment personnaliser le pipe, et pour des groupes qui ont des manières très différentes de faire. Et typiquement, pour moi, là où c'est super intéressant, c'est s'il y a plusieurs entités qui utilisent plusieurs trackers différents. Et là c'est top, ça évite d'avoir à faire toute une couche d'abstraction soi-même. Quand on n'a pas une grosse équipe de dev, ça peut être vachement intéressant. Voilà. Merci beaucoup.
Merci. Bonjour. Oui, juste, donc nous on fait surtout de la production 2D et on a toujours rencontré en fait le problème sur tous les production trackers, en fait ils sont basés sur des pipelines 3D et donc avec notamment les décors qui sont forcément des assets et puis après les vues sont en fait des caméras quoi. Quand on est sur un pipeline 2D, et ben chaque vue d'un décor est un nouveau dessin quoi. Et donc suivre les décors sur une page d'assets et le reste, et les layouts sur une page de shot est toujours un handicap. Donc nous, on n'a pas vraiment trouvé de solution. Je n'ai pas rencontré quelqu'un qui avait trouvé la solution. Mais je sais pas si... Nous non plus. Non, c'est le débat un peu chaud en ce moment et on se demande justement s'il faudrait plutôt les considérer comme des assets ou comme des shots. Et c'est tout ce que ça implique. Et je crois que dernièrement, on s'est dit que ce serait plus logique que ce soit des shots quand même. Mais alors déjà, je suis... Ah ouais. Je pense pas en tout cas, je pense que dans tous les cas, il n'y a pas de bonne solution. Il y a comment vous voulez-vous travailler, quoi. Mais je pense que de toute façon, toutes les solutions de pipe, c'est surtout ça, quoi. Il n'y a pas de solution parfaite, c'est comment vous souhaitez travailler. Et effectivement, je pense que ça implique des problématiques au niveau de la visualisation sur Kitsu, de gérer les backgrounds comme des assets. Et je pense que les gérer comme des shots, il y a aussi d'autres. En fait, ça dépend où vous voulez avoir des soucis, quoi. Là, j'ai l'impression que le plus simple, c'est au niveau de la visualisation dans Kitsu, mais bon. Ça implique d'autres choses et ça dépend de votre pipe, tout ça. Bon, je suis désolé, j'ai pas de réponse. Merci. Ouais. Vous avez dit que vous pouvez prendre en compte aussi des logiciels extérieurs à ce qui est proposé dans votre pipe de base. Pardon, avec le petit plus. Mais comment ça se passe pour un artiste quand il doit publier via un autre logiciel qui n'est pas dans le package de base? Il doit publier et le fichier et le fichier de base plus le viewer. Alors, en fait, il y a possibilité, mais je pense que honnêtement, ça va être vraiment limité à tous ces logiciels-là que vous avez vus. Il y a une possibilité de mettre des éléments extérieurs dans le pipe via un standalone publisher qui fonctionne bien, mais je ne suis pas sûr qu'il accepte d'autres types de logiciels. Nous, en fait, on va chercher nos artistes en fonction des logiciels qui existent, sachant qu'il n'y a pas toutes les intégrations, nous, dans notre version, parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas utilisés. Je sais que récemment, je crois qu'il y a Unreal Engine qui a été implémenté, il y a Substance aussi que nous, on n'a pas encore implémenté. C'est plein de petites choses comme ça. Je pense qu'il y a une étape obligatoire d'adaptation pour rajouter un nouveau logiciel, quoi. C'est pas aussi permissif que ça vend le truc, quoi. Et juste aussi, dernier petit détail qui est intéressant pour OpenPipe, ça permet de travailler à distance aussi, sans avoir à se connecter sur la machine, sur une machine dans le studio. Et ça, pour le coup, c'est assez pratique. Il y a un exécutable, ça s'installe, et l'artiste, il fait son truc, il publie, et c'est OK, quoi. Et ça fait partie des trucs, oui, c'est assez rigide, c'est assez contrôlé, les tuyaux sont assez étroits, il faut bien rentrer dedans, mais par contre, du coup, les tuyaux vont très loin. Et c'est pratique. Nous, on travaille beaucoup avec des artistes qui sont vraiment très loin à l'étranger, et ça marche bien du coup. Je vais juste enchaîner sur une deuxième question. Quand on travaille avec soit des coproducteurs, soit des partenaires étrangers, comment ça s'intègre à cette pipeline, par exemple? Si on ne veut pas les faire travailler en interne dans ça, on peut extraire les données en quelques secondes pour leur envoyer, par exemple, des packs épisodiques. Oui, en fait, il y a un mécanisme de synchronisation qui est interne à OpenPipe qui permet, quand des gens mettent des fichiers à disposition, donc qu'ils les publient, en gros, c'est à vous de configurer ensuite. Je crois que ça marche avec Google Drive, ça marche avec du FTP, ça marche avec pas mal de choses. Les personnes peuvent ensuite télécharger ce fichier-là via une interface qui est dédiée. Ça les met en local suivant la configuration qu'ils ont mis. Et ensuite, ils peuvent travailler sur le fichier comme ils veulent depuis leur PC personnel. Il y aurait juste la question des add-ons, des fois c'est un peu compliqué, mais il faut considérer qu'il ne faut jamais retoucher à ce fichier de travail, parce que sinon ça posait des problèmes. Mais une fois qu'il est terminé, il va publier et ça va être mis automatiquement à disposition de tout le monde via le mécanisme que vous avez choisi, donc soit FTP, soit Google Drive, soit tout ça. Voilà. Merci. Moi, je pense que c'est bon. Il faut la poser en 10 secondes par contre. Je me demandais, merci pour la présentation. Tu as parlé que vous faites beaucoup de synchronisation de report de code depuis Ion vers OpenPipe. Non, pas beaucoup. C'est possible. Pas beaucoup. Vous en faites. Oui. Éventuellement. Est-ce que vous faites dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que vous reversez du code dans le master ou vous faites que
Non, non, on aimerait bien, mais là, je pense que c'est là où il y a vraiment la limitation de l'équipe de dev. C'est toujours un peu différent d'intégrer un code pour soi et d'intégrer un code pour beaucoup de gens. Donc, ça demanderait un peu trop de temps qu'on n'a pas, malheureusement. Ce serait chouette. Je sais qu'à l'époque, où on travaillait que avec OpenPipe, on avait essayé de faire des choses comme ça. Et il n'y avait pas grand-chose qui avait été récupéré par Ion. Donc, je sais que dans l'ancienne équipe, parce qu'il y avait vraiment plus de gens avant et des gens assez différents, il y a eu un peu ce genre de ras-le-bol ok, on propose des choses sympas mais c'est jamais accepté, vas-y on laisse tomber. Et je pense qu'intérieurement il y a un peu ce truc-là qui est un peu resté et du coup c'est vrai qu'on est assez éloigné de ce que peut faire Ion. On va récupérer leur travail parce que leur travail est cool et le projet est super, mais c'est vrai qu'on a plus de difficultés et surtout en fait il faudra adapter le code à Ion et on ne le connaît pas assez bien pour arriver à faire ça proprement, je pense. Merci Guilhem. Merci à tous et toutes.